Halloween, ce n'est pas un vlog que je vais faire. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de vlog aujourd'hui. Mais voilà, je vais faire une vidéo. Je vous ai dit que j'étais fatiguée émotionnellement. Voilà. Donc, je voulais un peu expliquer. Donc, pour ceux qui savent, je suis en dépression depuis 19 ans, suite à un choc post-traumatique dû à un homme. Donc, en général, quand on associe un choc post-traumatique à un homme, vous vous doutez qu'il y a eu... Voilà, ça commence par un V, et voilà. J'ai évité de dire le nom, je pourrais le dire, mais j'ai pas trop envie d'être strikée par YouTube. Désolée pour cette gueule, hein, clairement, il est 4 heures du matin, je n'arrive pas à fermer l'œil alors que je suis épuisée. Voilà, j'ai besoin de faire le point. Donc en fait, ça s'est passé en janvier 2006. J'étais sur un chat, voilà à l'époque, le soir du réveillon du premier de l'an. J'étais sur un chat et j'ai rencontré un homme. Ah, cet homme avait 11 ans de plus que moi. J'avais 17 ans, il en avait 28. Il avait l'air tout à fait normal. On s'est rencontrés la semaine qui suit. Voilà, dans la semaine, ou la semaine d'après, je sais plus. Et bon, pour moi, j'étais déjà accro, hein, clairement. Pour moi, c'était mon copain. Je le voyais comme mon copain. Pour lui, j'étais une proie. Clairement, donc, on avait des relations. Et en fait, ça se passait chez un ami à lui qui nous prêtait sa chambre. J'aurais dû déjà trouver ça étrange. Je ne l'ai pas fait. Donc voilà, j'ai séché les cours pour le voir. J'ai menti à mes parents, j'ai menti à ma famille. Voilà, j'ai menti. Et en fait, au fur et à mesure, donc cette histoire a duré de janvier à mars. Et en fait, au fur et à mesure que ça avançait, il a commencé à manipuler, à me détruire. J'étais déjà faible mentalement, hein, clairement. J'étais une personne faible, aucune estime de moi. J'étais obèse, hein, clairement. Je me trouvais moche. Voilà. Donc, voilà. Et j'étais flattée qu'un homme s'intéresse à moi. Donc, voilà. Donc, il avait trouvé la proie facile, hein, clairement. De toute façon, c'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il s'attaque aux proies faciles, hein, franchement. Donc, j'étais totalement la proie idéale pour lui. Et en fait, au bout d'un moment, il commençait à changer. C'était s'il te plaît, et aussi des rapports avec mon pote, il nous héberge, machin, machin, machin. Moi, je disais non. Et il me dit, ouais, mais si tu fais ça, je te quitte, c'est que tu m'aimes pas et tout. Et en fait, j'ai arrêté de me battre, clairement, et j'ai subi. Ouais. J'ai subi cette histoire. J'ai arrêté de me battre contre ses propos et je faisais ce qu'il me disait. Plus tard, j'ai découvert que dans cette chambre, il y avait une caméra. Donc, c'est là que j'ai compris qu'ils n'étaient pas à leur coup d'essai. Et en fait, ce que je suppose, donc je sais que des photos ont été prises de moi et de lui. Et en fait, voilà, ce que je suppose, c'est que pendant que lui et moi on avait des rapports, ou pendant que, voilà, je sais pas, ces images s'est diffusées, ça se trouve sur Internet. Voilà, ça se trouve, je suis diffusée sur des sites pédopornographiques à Babalouine, voilà. Donc je ne sais pas. Ça se trouve un jour, ça va me monter à gueule, je vais tomber sur les fichiers, voilà. Donc ça m'a détruit. Je savais pas ce qui m'arrivait. Pour moi, voilà. En fait, pour moi, ce genre de choses n'arrivait qu'aux autres. Et j'ai arrêté l'histoire. J'ai arrêté en essayant de mettre fin à mes jours. Mais ma famille n'a rien vu. Je sais que ma sœur a essayé de me protéger. Elle m'a suivie jusqu'à la gare de la ville d'à côté, là où il y avait mon lycée. Elle m'a suivie en voiture. Alors, moi, j'allais à la gare en train. Elle m'a suivie. Elle m'a chopée à la sortie de la gare avec cet homme. Elle m'a dit, tu rentres avec moi. J'ai dit non et j'ai suivi cet homme de mon plein gré. Ma sœur était là pour me protéger. Voilà. Et je lui en ai voulu. Je lui en ai voulu parce que pour moi, elle voulait bousiller ma vie. Alors qu'en fait, elle voulait simplement le protéger. D'ailleurs, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais peut-être que tu la regarderas.
je parle à ma sœur parce qu'elle peut regarder mes vidéos et si tu la regardes pas, Georgette s'en chargera de te le dire. Voilà. Oui, parce que voilà. Hem et cette histoire, en fait, elle m'a bousillée, donc j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Donc voilà. Hem et en fait, ma famille ne comprenait pas ce qui s'était passé parce que je n'en parlais pas. Je parlais pas de ce qui se passait, je me suis murée dans ma vie et en fait, bah, après cette histoire, en fait, de mars à juin, c'est totalement flou dans ma tête car j'étais totalement, défoncée aux médicaments. J'avais un traitement très, très lourd et je continuais à aller en cours puisque c'était l'année de mon BEP. Question: comment j'ai eu mon BEP? Je ne sais absolument pas parce que je l'ai eu. J'y suis allée, parce que je sais que mon lycée était centre de formation. La question, c'est comment je l'ai eu? Parce que pour moi, il y a un trou noir entre, quand je suis retournée au lycée et quand je suis retournée au lycée et voilà et juillet, on va dire. Parce que juillet, en fait, j'ai arrêté mon traitement, d'un coup, puisque je devais partir en vacances. Voilà et en fait, bah, tout ça, je sais que quand je suis retournée au lycée, déjà, j'étais déjà pas bien et je fais à une fille de ma classe, «Vous avez fait quoi pendant 2 semaines?» Elle fait: «Pourquoi? Tu étais pas là?» Donc déjà, tu es pas bien dans ta peau et tu vois que tu as même pas manqué aux gens de ta classe qui ont même pas remarqué ton absence de 2 semaines, tu te poses des questions. Donc là, tu vois que déjà, tu étais déjà invisible dans ton lycée. Donc en fait, ah putain. Donc ouais, j'étais invisible dans mon lycée, les gens n'ont même pas remarqué ma disparition de 2 semaines. Voilà, c'était compliqué. Donc tu retournes au lycée, tu demandes ce qui s'est passé pendant 2 semaines. On me demande: «Ah bah t'étais pas là». «Ah bah non, j'étais pas là. J'étais au fond de mon lit en train de mourir». Bon, mourir psychologiquement parce que ce que j'ai fait, pour attenter à ma vie, je suis allée aux urgences le soir même et puis, voilà, c'était pas grave en fait et hem et voilà. Donc là, après, de juillet à août, j'ai totalement occulté cette histoire, puisqu'en septembre, je rentrais en bac. Je faisais mon bac pro. En septembre, je rentre en bac pro, voilà. Je fais mes 2 ans de bac, il y a pas de problème, je passe d'une super scolarité de bac. J'ai un groupe d'amis j'ai voilà, j'ai du soutien, je vis une vie normale. Je fais des concerts parce que j'avais trouvé, 2 fans d'Indochine, quoi, 3 fans d'Indochine, dans mon lycée. Il y avait, mon meilleur ami de l'époque, 2 filles de ma classe. Voilà, on faisait des concerts d'Indochine. Voilà, c'était le bon temps. Puis je passe mon bac, je l'ai, heu je trouve un travail dans la mairie de ma ville. Donc là, on est arrivé en 2008, hein. Je passe mon bac donc, arrivée donc, dans ma ville, excusez-moi. Je travaille à la mairie de ma ville donc ça doit être en 2009 puisque je travaillais mai à juillet, je crois, un truc comme ça. Hem et en fait, je me faisais chier à ce moment-là, j'avais un travail de stagiaire, mais j'étais clairement employée, hein. Je faisais des photocopies. Mais en fait, je me faisais chier et je traînais donc sur MSN. Et en fait, cet homme m'a recontacté via MSN et m'a dit: «C'était bien, on recommence». Là, mon passé m'a sauté en plein dans la gueule, clairement. Tout m'est revenu, je me suis effondrée. J'ai parlé à une de mes collègues qui était aussi une amie de ma mère. Je lui ai un peu raconté, elle me dit: «Mais ce que tu as vécu, faut en parler, faut voir un psychiatre». Voilà. Donc j'ai recontacté le CMP à ce moment-là. Hem, j'ai recontacté le CMP, j'ai demandé un rendez-vous. J'ai pu avoir un rendez-vous, comme j'étais déjà dans leur base. Voilà, j'ai pu avoir un rendez-vous et en fait, j'ai parlé de mon histoire à ma première psychiatre qui m'a, clairement dit que ce que j'avais vécu, c'était puni par la loi, hein, c'était un voilà et je fais: «Mais non, ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas possible». Elle m'a dit: «Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ce qu'on pense, mais ça n'arrive pas qu'aux autres». Voilà.
Les violences, hein, ne sont pas forcément faites par des inconnus, surtout ce genre-là, parce qu'on peut penser que ça n'arrive qu'aux autres par un inconnu. Alors non, 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 ce genre d'abus, en général, c'est par une personne proche, voire carrément de la famille. Voilà, personne en qui on a confiance. On va dire que les abus, les agressions sexuelles, vraiment par un inconnu, sont rares, vraiment. Elles sont plus rares qu'on ne le croit, justement parce qu'on a tendance à penser que, bah, comme c'est des choses graves, c'est à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors non, c'est justement, en général, c'est avec des personnes de confiance, hein. Dans un couple marié, le viol conjugal existe. Ah bah, j'ai dit le mot. Ça existe. Mais on ne dit pas que c'est ça parce que bah, on est marié, c'est une personne de confiance. Donc voilà. Donc ouais. Et en fait, donc elle m'a dit, faut porter plainte. Voilà, faut porter plainte. Moi, j'arrivais pas, hein, j'arrivais pas, je voulais pas expliquer mon histoire. Et quelques mois après, elle m'a dit, il faut vraiment que j'en parle à vos parents. Et si vous y arrivez pas, je leur dis. Mes parents ne savaient rien. Moi, je ne parlais plus. J'avais arrêté de parler. Et en fait, avant de voir le CMP, j'avais vu un médecin traitant, le médecin traitant de ma mère, qui m'avait totalement défoncé au cachet. J'ai pris 25 kilos en quelques mois. Je bouffais comme 10, hein, je reprenais mes crises, donc mangeais mes émotions. Et, et voilà, en fait, j'étais un zombie, je dormais 20 heures par jour. Je mangeais les 4 heures qui restaient, hein, un vrai panda ou un koala, ce que vous voulez. Voilà. Et, et voilà, je me foutais. Je me foutais clairement. Je ne vivais plus, hein, clairement. J'étais un mort-vivant. Et après, donc, j'ai eu le CMP. Et après, donc, cette femme m'a dit, faut que je le dise à vos parents si vous n'y arrivez pas. Moi, je parlais plus chez moi. Chez moi, je disais plus un mot. Je suis restée 7 ans sans parler. Vraiment. Sans vraiment dire un mot. Ou en répondant par un bruit. Voilà, un peu comme vous savez, un ado qui sort de sa grotte. Et voilà, moi, je parlais plus. Voilà. Et en fait, donc, cette psychiatre appelle mes parents, appelle ma mère. Elle lui explique. Moi, je suis dans ma chambre. Ma mère arrive dans ma chambre et elle me dit, j'ai eu le docteur. Elle m'a expliqué. Ma mère se met à pleurer. Ma mère se met à pleurer. Elle me prend dans ses bras. Voilà. On a comme fait, il faut qu'on aille porter plainte. Je vais porter plainte. Et, et en fait, bah, j'ai été reçue par 2 hommes. Donc là, on parle de choses d'il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Donc voilà, je porte plainte. Et donc déjà, la loi hein, n'était pas au top. Déjà, elle est toujours pas au top maintenant. Et en fait, ces hommes me demandent ce qui s'est passé. Je leur explique. Et j'ai quand même eu la fameuse question de comment vous étiez habillé. Alors, en quoi le fait d'être habillé va changer la donne des choses? Voilà. C'est pas parce que j'aurais été en mini-jupe que ça donnait le droit à ces hommes de faire ça. Voilà. Mais la loi, c'est de la merde. La violence morale n'étant pas reconnue par la loi à ce moment-là, j'ai pas été prise au sérieux. Parce qu'ils me disent, mais il n'y a pas eu. Vous avez pas résisté. Vous avez rien dit. Vous avez rien fait. Il n'y a pas eu violence physique. D'accord. J'avais 17 ans, donc techniquement, j'étais considérée comme majeure sexuellement. Et donc quand j'explique mon histoire, on me dit non, mais de toute façon, ils appellent le procureur qui dit non, mais il n'y a pas violence physique, il y a pas abus, voilà, il y a pas agression. Voilà, en gros, rentrez chez vous, vous êtes rentré en victime, vous sortez en bourreau, voilà. Démerde-toi, toi tu vis avec. Eux, ils s'en foutent, hein. Moi, ces agresseurs vivent leur vie, hein, mais ils n'étaient pas à leur coup d'essai, puisqu'il y a la fameuse caméra dans la chambre. Je suppose qu'ils peuvent continuer leur truc. Peut-être pas 19 ans après, puisqu'ils ont pris un sacré coup de pelle. Mais voilà. Mais ils ont pu continuer leur chose après moi. Ils ont dû continuer leur histoire après moi. Mais voilà. Et en fait, que la loi ne te reconnaît pas comme victime, c'est encore pire. Parce que tu redescends 6 pieds sous terre. On est censé faire confiance en la justice, en la loi. Mais quand je vois que certains disent à une femme battue, mais pourquoi tu n'as pas porté plainte?
ou une femme abusée, parce qu'on ne nous prend pas au sérieux. Voilà. On ne nous prend pas au sérieux. Si on a été abusé, c'est parce qu'on l'a cherché. Si on a été battu, limite, c'est parce qu'on l'a cherché. Voilà. Et en gros, ils veulent réagir quand il y a mort d'homme. Voilà. Donc en fait, soit c'est la femme qui meurt sous les coups ou l'agression, soit c'est le mec qui meurt parce que la femme s'est défendue. Mais la femme, après, elle sera condamnée. Parce que le régime défense, on n'y croit pas. Une femme, elle peut pas tuer un homme comme ça. Voilà. Donc bon. Donc voilà, la loi de merde. J'ai aucune confiance en la loi, en la justice, dû à ça, hein, clairement. Donc moi, je dois vivre avec ça pendant que ces hommes qui, eux, sont coupables, vivent leur meilleure vie. Eux sont en prison, eux sont libres, et moi, je suis en prison, clairement. Je suis dans ma prison mentale. Hein. Ça fait donc 19 ans, voilà, c'est passé en 2006, nous sommes en 2025. Et ça m'a totalement bousillé la vie. Ça m'a bousillé la vie. Et le pire, c'est quand on me dit mais de toute façon, tu peux pas être en dépression, ça dure pas aussi longtemps, mets-toi un coup de pied au cul, tu t'en sortiras et tout. Voilà. Donc, comment dire, en fait, une dépression, ce n'est pas une déprime. La dépression est une maladie. Voilà. Dire à une personne dépressive, bouge-toi, tu veux pas en guérir, tu vis dans le passé, essaye de pas y penser. Voilà. Il y a un truc que vous comprenez pas, c'est que c'est pire. Ne dis jamais à une personne qui est dépressive, si tu t'en sors pas, c'est parce que tu le veux pas. Ou parce que voilà, tu cherches pas à en vouloir. Vous diriez la même chose à une personne qui a un cancer ou voilà. Non. La dépression est appelée un cancer de l'âme. Notre cerveau bousille nos cellules, nos cellules, voilà. Notre propre cerveau, nos propres pensées bousillent notre cerveau. Hein. C'est nous-mêmes. C'est comme quand on a un cancer, quand notre corps attaque notre corps, hein, clairement. En fait, nos pensées sont des petites tumeurs, voilà, nos pensées, et elles bouffent notre cerveau, elles nous détruisent, hein, aussi bien psychologiquement que physiquement, parce que les douleurs psychiques, psychologiques se répertorient, quoi, se répercutent sur le corps. Hein. Voilà, quand je dis que j'ai mal au dos, bon, déjà, il y a le fait que j'ai une très mauvaise posture, hein, mais quand je dis que j'ai mal et tout, c'est pas pour me plaindre. C'est mon corps qui me dit merde, clairement, car mon cerveau me dit merde. Et quand on me dit t'as qu'à faire du sport, t'arrêteras d'y penser. Faut savoir qu'il y a des personnes dépressives qui n'arrivent même pas à se laver. Voilà. Quand une personne dépressive arrive à se laver, déjà, elle peut s'applaudir. Voilà. Il y a des personnes qui ne peuvent pas, même pas se laver. Il y en a des personnes qui ne peuvent même pas bouger de leur lit. Alors oui, moi je suis assise dans mon lit. Il y a des personnes qui seraient couchées, H24. J'ai arrêté de me morfondre, on va dire. Je vis avec mon passé qui me hante, qui me bouffe la vie. Mais en fait, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. De toute façon, tu ne peux pas comprendre quelque chose que tu ne vis pas. Car en fait, c'est quelque chose que tu ne comprends pas. Voilà, tu ne comprends pas puisque tu ne le vis pas. Tu ne peux pas comprendre quelque chose que tu ne vis pas. Voilà, tu peux pas comparer une déprime, voilà, oh je me sens pas bien, je suis pas de bonne humeur, à une dépression qui est une maladie, qui engendre un traitement médical, un suivi psychologique, tout ça, voilà. Ça a des conséquences. Et toi, tu vis avec. Et quand on me dit t'essayes de pas y penser, mais vous savez que rien que fermer les yeux, je revis clairement ce passé, je le revis, hein, clairement, parce que par orgueil, j'ai pas voulu écouter ma famille, par orgueil, j'ai bousillé ma vie. Et aussi par flatterie, hein, clairement, parce qu'un homme s'intéressait à moi, la petite grosse, voilà, qui était considérée comme un rat de bibliothèque dans son lycée, toujours avec un bouquin à la main, le MP3 aux oreilles, le rat dans le sac. J'étais comme ça. Et voilà, j'étais comme ça au lycée, et voilà, je passais totalement inaperçue.
Et voilà. Mais en fait, c'était... le souci, c'était ça, en fait. Le souci, c'était que moi, je voulais me prouver quelque chose. Je sais pas ce que je voulais prouver, mais je sais pas. Je voulais me prouver que je pouvais plaire à quelqu'un, je sais pas. Et j'ai bousillé ma vie par orgueil, euh, par flatterie. Voilà, voilà. Comme quoi une femme hein, peut, même un homme, hein, quelqu'un peut bousiller sa vie juste pour le plaisir de quelqu'un, en tombant dans le panneau, tout simplement parce que j'y suis allée de mon plein gré, on m'a pas forcé. Mais après, bah, j'étais tellement manipulée par cet homme que, à part aller au lycée, je ne faisais plus rien. Je, j'attendais, j'attendais ses messages. Je, je l'attendais. Voilà, tout ce que je faisais, c'est je l'attendais. Tout ce que je faisais. Puis après, bah voilà. Quand j'ai compris que quelque chose n'allait pas, j'ai fait la connerie de mettre fin, d'essayer de mettre fin à mes jours. Ça n'a pas fonctionné. Heureusement d'ailleurs. J'ai essayé une fois, je ne recommencerai pas une deuxième fois. J'ai eu des pensées comme ça. Hein. J'ai eu une pensée où je suis passée à l'acte, une autre pensée en m'envoyant en HP, j'ai tenu 18 heures, les plus longues de toute ma vie. Et je suis sortie, j'ai plus jamais pensé ce mot-là. Je veux plus mourir, les gars. Je veux plus mourir. Alors oui, je survis. Voilà, je survis. Je, je suis là, voilà. Je suis là sans être là. Des fois, je peux avoir des absences, des bugs. Je fais bugger comme ça. Et je vais me dire, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Mais il y a une raison que je sois là. Je sais pas laquelle encore. Il doit bien y avoir une raison que je sois là. Mais bon, si la raison, c'est pour que j'ai tous les malheurs du monde dans la gueule, on va éviter. Parce que c'est vrai que d'un côté, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait hein, au bon Dieu, clairement, pour mériter ça, hein, comme toutes les victimes doivent se dire. Pourquoi c'est toujours nous, voilà, les boucs émissaires. Dès qu'il y a un truc qui arrive, c'est pour notre gueule, hein, clairement. Un truc qui va pas, c'est pour notre gueule. Voilà. Et en fait, j'ai toujours subi mes relations. J'ai toujours subi mes relations amoureuses. Jamais vécu une relation pleinement. Voilà. Parce que j'ai ce traumatisme de devoir me la fermer. J'ai compris hein, maintenant qu'il faut ouvrir sa gueule, les gars, hein, mais faut plus se laisser marcher sur les pieds. Et maintenant, le truc, c'est que je suis devenue froide, sans cœur presque, parce qu'en fait, je me suis créé une carapace tellement énorme que les choses m'atteignent, mais voilà, c'est loin, c'est loin, c'est... Alors, on me dit que je suis très négative, alors je sais que je suis pessimiste, mais comme je dis, je préfère être pessimiste que optimiste, comme ça, si un truc arrive et que c'est pas ce qu'on aurait espéré, quoi, c'est pas positif, au moins, je suis pas déçue. Je barre toujours le verre à moitié vide, mais au moins je sais que si quelque chose se passe bien, je suis contente. Si ça se passe mal, je le savais. C'est ma façon de penser. On m'a dit que fallait que j'arrête de penser négatif, que le bonheur arriverait. Mais en fait, voilà, c'est surtout sentimentalement qu'on m'a dit ça. Euh, mais je vois pas le rapport. Déjà, un, je cherche personne, même si je vous ai dit que sentimentalement, je me sentais seule. Mais justement, je cherche personne car justement, j'ai trop subi les relations, j'ai trop souffert de mes relations. Et le but, c'est pas encore de donner libre cours à plaisir d'un homme pour souffrir encore derrière. Donc voilà, moi j'en suis là, 19 ans après, la vie bousillée par un homme, un homme et demi, on va dire, parce qu'ils étaient deux, mais à la fin. Mais voilà, ma vie est bousillée parce que j'ai voulu être une femme un peu trop rapidement. Mais voilà. Donc déjà, je fais cette vidéo juste pour mettre les choses au clair, clairement. Euh, voilà, pour mettre les choses au point sur mon état. Dans mes vlogs, j'essaye de pas trop le montrer. Mais c'est vrai que 19 ans de dépression, ça pèse, hein, clairement, ça ne laisse pas indemne. Mes cheveux, hein, d'ailleurs, mes cheveux, hein, c'est dû à ça. Les médicaments, le fait que je les ai arrachés. Voilà.
Ça n'a jamais été un complexe pour moi. Ah si, j'ai eu un complexe, hein. C'est vrai que, bah, j'ai avalé des compléments alimentaires pour les cheveux, ça ne repousse pas, je le sais. Ça a été un complexe, mais j'ai appris à vivre avec et maintenant, je m'en fous, clairement. J'ai pas de cheveux, j'ai pas de cheveux, de toute façon, c'est comme ça repoussera pas, hein, voilà. Alors j'essaye de le cacher, hein, mais ça repoussera pas. Du moins sur le crâne, en volume, ça repousse pas, hein, mais en longueur, ça pousse. Ouais, c'est mes cheveux, j'en ai pas, et en fait, j'emmerde les gens, que ça plaise ou non. Quand on me dit: «Tu pas de cheveux», eh ben écoute, je m'en fous, quoi. Tu une fille, t'as pas de shampoing, tu pas de tu une fille, t'as des cheveux, t'as pas de shampoing, allô, quoi? Mais je m'en bats les couilles, en fait. Voilà, j'ai pas de cheveux, que ça plaise ou non, OK, c'est résultat, ça résulte d'une maladie. C'est comme si j'avais un cancer, voilà, c'est pareil. J'ai perdu mes cheveux, hein, parce qu'ils ont beaucoup changé en masse, hein, clairement. J'avais les cheveux épais avant, maintenant ils sont fins et espacés. Et voilà. Donc en fait, tu subis, hein, clairement. Ça se réveille là-bas. Tu subis ton passé toute ta vie. Alors on va me dire, mais normalement une dépression, en 19 ans, tu l'as guérie. Il y a des personnes qui ne guérissent jamais. J'ai arrêté d'évoluer en thérapie. Voilà, je me rends compte que j'ai arrêté d'évoluer en thérapie, hein, je me rends compte. Ce n'est pas le psychiatre le problème, c'est moi. Je, je n'évolue plus. Et de toute façon, je l'ai su avec la MDPH. Car en fait, quand j'ai eu mon AH, j'ai eu directement 5 ans et j'ai été renouvelée 5 ans. Il faut savoir que quand on a une maladie psychique ou psychiatrique, normalement, c'est entre 1 et 2 ans. J'ai directement eu 5 ans et en général, quand on a 5 ans, c'est que la maladie est non évolutive positivement. La maladie n'évolue pas positivement. Donc voilà, c'est pour ça que ça va faire 10 ans l'année prochaine que je suis en situation de handicap. J'essaye de m'en sortir, hein, j'essaye de m'en sortir. J'ai fait mon entreprise pour essayer de travailler. Voilà, je fais avec mes moyens. Je, voilà, je fais avec mes moyens et puis voilà. Mais en fait, je fais cette vidéo car je me rends compte que là, ça va pas. Je vous ai dit, je recommence à manger mes émotions. Regardez. Je recommence à manger mes émotions. Je recommence à faire n'importe quoi. Voilà. Mais je dois vivre avec ça. Et donc voilà. Donc en gros, cette vidéo, elle peut paraître con. Elle peut paraître con, c'est vrai. Voilà, j'ai besoin de vous dire là où j'en suis. Alors, j'entamerai sûrement un vlog après. Mais voilà, je voulais montrer ma vraie nature. Je peux paraître souriante à dire des blagues, mais justement, les gens qui sont souriants, qui rigolent, qui font des blagues, souvent, ce sont les gens les plus tristes. On a déjà vu les clowns. Moi, vous savez, les clowns qui font le clown, hein, c'est leur métier, mais que derrière, quand ils enlèvent leur maquillage, c'est des spots publicitaires, je crois. Quand ils enlèvent je crois que c'est des spots pour la dépression d'ailleurs. Quand ils enlèvent leur maquillage, on voit un homme triste. Voilà, bah, c'est un peu ça. J'ai une façade, je vais rigoler. Vous savez que sur les vlogs, des fois, je dis des conneries. Je fais de l'humour à 2 balles. J'essaie de rigoler à mes conneries. Je rigole pour rien. Je fais de l'humour. Je parais de bonne humeur souvent. Mais voilà. En fait, souvent, derrière des sourires, voilà, il y a des personnes qui sont là, mais tu sais pas ce qu'elles font là. Elles sont là sans être là, mais voilà. Donc j'ai beaucoup de chance, on va dire, des amis, très peu d'amis réels, hein, clairement. Mais voilà, j'ai très peu d'amis réels, mais après, j'ai des amis virtuels. Mais après, voilà, j'ai des amis virtuels, mais voilà. Ouais, j'ai des amis virtuels, c'est sûr. Parce que je ne sors pas, parce qu'ils sont chacun à un bout de la France. Mais c'est vrai que les réseaux m'ont fait rencontrer du monde, hein, clairement. Bah, il y a Jen, il y a Thomas, il y a Aurélie. Voilà, ce sont des personnes que j'ai rencontrées dans la vie. Voilà. Des gens qui étaient clients ou abonnés YouTube, voilà. Après, j'ai d'autres personnes, j'ai Madame la Ministre, j'ai mon pote. Voilà, ça c'est des amis. Mais après, voilà, c'est
j'ai mon ami d'adolescence. Désolée, hein, je suis pas bien, donc je bave quand je suis pas bien. Je sais pas pourquoi je me mets à baver, mais en fait, c'est ça qui me fait mal. Ouais, j'essaye de faire la part des choses, mais je sais que des fois, bah, c'est trop. Il y a un trop plein et j'ai besoin d'évacuer. Des fois, je vais vous dire, ouais, j'ai pleuré alors qu'il n'y a pas de raison. Mais des fois, j'ai ce trop plein d'émotions que je dois évacuer. Et là, voilà, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin de parler de ma dépression. Voilà. Le bilan, 19 ans après, c'est qu'en gros, je suis toujours en miettes. Je suis toujours meurtrie. Je suis toujours choquée. Je suis toujours traumatisée. Mais en fait, voilà. Et je crois que j'aimerais penser que je m'en sortirai un jour. Mais je crois que non. Je crois que je m'en sortirai jamais. Euh, Ça fait 19 ans quand même. 19 ans, c'est long. C'est la moitié de ma vie. C'est pour ça que je me suis beaucoup entourée d'animaux, parce que les animaux sont authentiques. Les animaux ne mentent pas, ils ne trahissent pas. Soit ils t'aiment pas. Et moi, j'ai 3 gros chiens là. J'ai un gros patapouf collé à moi. J'ai mes chiens qui sont là pour moi. J'ai eu Cannelle en 2022. En 2000, en 2012. Excusez-moi. En 2010. N'importe quoi, j'avais 22 ans, je voulais dire. J'ai eu Cannelle en 2010. J'avais 22 ans quand j'ai eu Cannelle. Cannelle a été mon rayon de soleil pendant 14 ans. Puis elle est partie. Sans crier garde, en fait. Mais après, voilà, c'est des choses qui font que, voilà. Donc, des fois, je peux paraître nostalgique, je peux paraître bizarre. Mais après, je peux pas être nostalgique de mon enfance, quoi, de mon adolescence, parce que bah, mon adolescence, elle s'est arrêtée à 17 ans. À 17 ans, j'ai arrêté de vivre. Donc, en fait, c'est... Voilà, il me manque une partie de ma vie. En gros, pour moi, ma vie, elle s'est brisée à 17 ans. Et j'arrive, je vais avoir 37 ans. Euh, voilà, ma vie, ouais, je vais avoir 37 ans et ma vie, elle s'est brisée. Et voilà, ma vie, elle s'est brisée et je suis là. Pourquoi je suis là, je sais pas, mais je suis là. Il doit bien avoir une raison, laquelle je sais pas. Peut-être prévenir les jeunes filles. J'essaie de prévenir mon autre nièce qui ne veut rien comprendre sur ça, mais c'est notre histoire. Mais j'essaye de prévenir les filles que, que, le, les choses parfaites n'existent pas. Hein, que déjà, si un homme vous paraît bizarre, n'y allez pas. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre. Je sais pas, j'ai comme un devoir de... J'ai comme un devoir de devoir... bah, je sais pas. Prévenir les gens. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Donc, je parle de mon histoire. Je parle de ça. Mais voilà. Qu'est-ce que je fais là? Je sais pas. J'essaie de prévenir même ma propre famille. Ma nièce a des soucis d'autorité parentale. J'essaie de lui faire comprendre. Je lui ai raconté mon histoire. Elle s'en fout. Elle dit ça n'arrive qu'aux autres. Jamais je pensais la même chose. Je pensais exactement la même chose, ça n'arrivait qu'aux autres. J'essaye de la prévenir, mais elle ne veut pas écouter. Elle a 13 ans, ok, elle va avoir 13 ans, ok, mais elle ne veut pas écouter. Et c'est ça le pire. Elle ne veut pas écouter ce qu'on dit. Voilà. Le truc, c'est que j'ai fait pareil. On a voulu me protéger, j'ai pas écouté. Et résultat, j'ai foutu ma vie en l'air parce que j'ai pas voulu écouter par fierté. Par fierté, j'ai pas voulu repartir avec ma sœur. Par fierté. J'aurais dû repartir avec ma sœur. J'aurais dû. J'aurais dû écouter ma sœur, j'aurais pas dû... Voilà. J'aurais dû repartir avec ma sœur. Mais par fierté, bah voilà. J'ai foutu ma vie en l'air. Tout simplement. Et c'est pas... On peut pas dire par amour. Je pensais l'aimer, mais c'est de la manipulation. Donc en fait, mes sentiments n'étaient pas réels. Quoi, je sais pas comment ils étaient, mais... Je sais pas, j'ai été manipulée pour penser que c'était l'homme, le mec. Mais non. Voilà.
Donc écoutez, voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer un peu mon état en ce moment. Et pour, voilà, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo, qui tombent par hasard sur cette vidéo, voilà. Si vous êtes parent, attention à vos enfants. Même si vous êtes tata, tonton, faites attention à vos enfants. Le mal est partout. Et parfois, il se cache beaucoup. Le mal peut être dans une personne totalement normale, en qui on a confiance. Euh, voilà. Une personne à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Un truc con, on peut parler des prêtres. Hein. Les prêtres avec les enfants, excusez-moi, hein, mais voilà. C'est une personne de confiance à qui on va donner, on va confier ses enfants pour l'éducation religieuse. Voilà. Ça, c'est connu. Même l'abbé Pierre, maintenant, ça ressort, cette histoire. Et pourtant, c'était l'homme, l'abbé Pierre. C'était l'homme de confiance. Voilà. Donc, en tout cas, voilà. Si vous avez des enfants, si vous êtes tata, tonton, voilà, protégez-les. Protégez-les. Et dites-leur que... Dites-leur que, ouais, la vie vaut la peine d'être vécue, mais pas survivre. Voilà, quand vous voyez que moi, ça fait 19 ans que je survis, que j'essaye de sortir la tête de l'eau, mais plus j'ai l'impression que je creuse. Et plus je creuse, je dis que je vais finir par trouver du pétrole, c'est pas possible, j'arrive au centre de la Terre à ce rythme-là. Et voilà. C'est mon état en ce moment, j'avoue que c'est pas la joie. Mais bon, bah, écoutez, ça fait un moment que je déblatère. Je vais vous laisser là, parce que vous avez été bien badante cette vidéo. Donc désolée. Et je vous dis à toutes.